Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e cours de technique et esthétique du dessin en confinement. Tout d'abord, si vous avez appris des choses en regardant nos vidéos, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et aussi à vous abonner à notre chaîne et à regarder ce que le collectif d'un atelier à l'autre propose chaque année comme cours hebdomadaire et comme stage de week-end ou stage d'été. On s'approche désormais de la fin de l'année, il nous reste 4 cours et on va travailler, on va initier un nouveau travail qui s'intéresse à la double écriture graphique au sein du dessin. Je vais bien sûr vous faire un petit tuto technique, mais comme d'habitude, j'ai beaucoup d'œuvres à vous montrer et de la théorie à vous expliquer. Alors j'ai passé toute l'année et puis les élèves qui me suivent le savent, à répéter à tout le monde à quel point il était important qu'un dessin soit cohérent. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà qu'un dessin cohérent? C'est un dessin qui se tient dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on va privilégier l'ensemble du dessin, son équilibre d'écriture d'ensemble. Donc en quelque sorte, un dessin cohérent, c'est un dessin qui existe en tant qu'ensemble et que cet ensemble se tient, qu'il est uni et qu'il s'assume. La cohérence, elle se retrouve à la fois dans la ligne, dans la gestion des valeurs et dans l'écriture. Quand on commence à bien comprendre ce qu'est la cohérence d'un dessin, qu'on n'a plus de dichotomie, de contradiction, de déséquilibre au sein de son dessin, et ben on va pouvoir s'intéresser à la contradiction esthétique au sein du dessin. On va pouvoir s'intéresser au double ou au triple ou au quadruple écriture. Le dessin doit être cohérent, doit s'assumer, doit fonctionner comme entité dans son entier. Mais un dessin peut être cohérent tout en étant construit autour d'une contradiction esthétique. Si vous pensez à Klimt, par exemple, on les connaît tous très bien, les œuvres de Klimt. Dans les œuvres de Klimt, on a des visages qui sont très délicats, des teintes de porcelaine, des femmes quand même assez détaillées, même pas de la peinture classique, mais quand même ce sont des visages assez détaillés. Et puis les manteaux, les arrière-plans sont traités par le motif. C'est-à-dire qu'on n'a pas de modelé dans les motifs sont des motifs en aplat. Là, on a une différence d'écriture. Et vous voyez que pour autant, quand on regarde une œuvre de Klimt, on n'a pas la sensation d'un déséquilibre, au contraire, les deux formes se portent. Donc un dessin peut être construit autour d'une opposition ou d'une contradiction esthétique. Alors cette opposition d'écriture, qu'est-ce qu'elle raconte, d'où elle vient et comment on peut la mettre en œuvre? Cette opposition, c'est d'abord une opposition qui est celle de l'artiste. Un artiste peut être habité par deux élans qui vont dans deux directions différentes et il va les rassembler. C'est le cas de Klimt par exemple. Cette opposition peut aussi venir du sujet, c'est-à-dire que le sujet impose un traitement différent par plan pour mieux raconter ce qu'il a à dire. Par exemple, si on dessine un personnage et que uniquement son visage nous intéresse, on peut opter très spontanément pour un travail détaillé dans le visage et inachevé dans les vêtements, ou en tout cas moins détaillé dans les vêtements. Et cette double écriture achevée-inachevée, on la retrouve dans l'histoire de l'art depuis très longtemps. Et si on regarde ce dessin d'Edgar Degas, on sent bien ça. Non seulement on a une opposition qui se crée entre d'un côté un dessin qui est inachevé, qui est brossé au noir sur un papier brun, et de l'autre côté, des zones qui, elles, sont traitées à la gouache blanche et qui sont plus modelées et plus délicates. On a bien donc ici déjà une double écriture. On peut aussi trouver une double écriture entre le plein et le vide. Des zones donc très habitées dans le dessin et des zones très vides. Et si on regarde ce travail de Nicolas de Crécy, qui est un illustrateur contemporain, où on a vraiment une gestion des pleins et des vides qui est très intéressante. Et qui évidemment, c'est un parti pris qui est parfaitement assumé. Les personnages principaux sont mis en exergue, ils sont eux-mêmes très détaillés, au milieu donc d'un canapé qui est traité de manière très vide, comme ça uniquement par un trait de contour, et les arrière-plans sont à nouveau très détaillés. Donc vous voyez que c'est une double écriture, dans le sens où certaines zones sont précises et poussées dans les valeurs, quand d'autres sont uniquement traitées à la ligne. Un autre dessin de Nicolas de Crécy, voilà, cette question du vide et du plein, on peut la retrouver ici avec ce merveilleux dessin de Robert Fawcett, qui est un illustrateur. Et donc on a vraiment une scène qui est déroulée de manière assez réaliste devant nous, et tout d'un coup, en fait, ces morceaux d'arbres dans l'eau créent comme une espèce d'abstraction géométrique, puisque l'eau n'est pas détaillée, uniquement les troncs qui flottent le sont, et le spectateur est volontairement perdu dans une sorte de géométrie qui raconte aussi de l'absurde.
et qui là, en l'occurrence, dans cette narration, peut presque nous donner une sorte de vertige. Voilà. Ces troncs sont sur l'eau, mais on aurait presque l'impression que ces personnages flottent dans le vide. Et puis surtout, après, ces troncs vont venir créer de la direction et de la dynamique pour venir mettre notre œil au niveau des personnages principaux. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Si on regarde par exemple ce dessin d'Autodix, on a là tout de même un premier portrait qui est traité de manière assez réaliste et qui est donc confronté à un dessin qui est beaucoup plus rudimentaire. On pourrait pas dire qu'il est inachevé, il y a un choix volontaire de la part de l'artiste de le faire de manière plus enfantine, de manière moins réaliste. On peut regarder aussi le travail de Pat Andrea, qui était d'ailleurs mon professeur aux Beaux-Arts de Paris. Pat Andrea, qui dans ses dessins peintures conjugue des portraits extrêmement détaillés, des morceaux de chair extrêmement détaillés, et tout d'un coup des formes géométriques avec un traitement extrêmement différent, et des constructions de corps aussi qui vont être beaucoup plus naïves, beaucoup plus brutes et beaucoup moins observées. Le paroxysme de cette espèce de double écriture, on le trouve chez certains artistes très symptomatiques, comme par exemple René Gruau, qui a été un merveilleux illustrateur de mode. Voilà, René Gruau qui pouvait conjuguer au sein d'un même dessin des visages et des chairs extrêmement modelés, des contours noirs japonisants extrêmement forts et assumés, et des zones en aplat. Et d'ailleurs, si on pense à Mucha, on avait déjà cette opposition formelle-là entre un trait de contour qui n'est pas un trait observé, qui est un trait plaqué, qui est un trait traduit, mais qui n'est pas un trait observé. Hein. Vous n'avez pas un contour noir autour de mon corps, autour de mon visage, donc un contour noir très fort et des chairs traitées de manière extrêmement délicate. René Gruau a vraiment énormément travaillé cette conjugaison de plusieurs écritures. Si on regarde par exemple voilà, ce merveilleux dessin de René Gruau, on a une ombre portée sur le mur qui est extrêmement vive, voilà, au pinceau sec, comme ça, très vivante, alors que le manteau, lui, est traité quasiment en aplat, et que le visage, lui, est traité en valeur. Donc on a là trois écritures, en fait, qui cohabitent parfaitement au sein d'une même œuvre, et à partir du moment où chaque traitement est à sa place et fait son travail de raconter quelque chose en particulier, il n'y a pas de confusion. Chaque élément est traité d'une manière différente et assumée, et on n'a aucune difficulté à comprendre ce dessin. Il ne perd pas en lisibilité parce qu'il possède plusieurs écritures. Encore un exemple de René Gruau. Des aplats démodelés, du vide, du plein. Si on pense à Toulouse-Lautrec aussi, on voit bien que chez Toulouse-Lautrec, on retrouve assez fréquemment cette question du corps inachevé, du visage plus détaillé, mais on retrouve aussi souvent des visages avec des valeurs alors que les vêtements vont être en aplat, ou alors des visages en aplat alors que les vêtements vont être en valeur. Il s'agit déjà là donc d'une double écriture. Un artiste que j'aime beaucoup, qui était aux Beaux-Arts peu de temps avant moi, qui s'appelle Fabien Merel, a récemment fait une série où il a dessiné sur ses dessins d'enfants, ou sur donc les dessins qu'il a fait lui-même enfant, ou les dessins que sa petite fille a fait. Et donc Fabien Merel, il est venu dessiner sur ces dessins très naïfs et absolument charmants d'enfants, des personnages extrêmement précis et réalistes. Et vous voyez que cette double écriture, là, est à son paroxysme, mais on est enchanté en fait de cette contradiction. Elle nous émeut, elle raconte énormément. Cette opposition formelle fait partie même du dessin. Elle est indispensable pour en comprendre la portée. Et en l'occurrence, on pourrait dire là qu'il s'agit d'un adulte qui repense à ses fantasmes d'enfant, qui vient revisiter ses fantasmes d'enfant, qui porte peut-être toujours les mêmes rêves. Un adulte en tout cas qui se confronte à ses souvenirs, ou en tout cas à ce qu'il projetait de son avenir, ce qu'un enfant projette de ce que doit être une maison, un foyer. C'est magnifique, je trouve. Cette maison fantasmée de l'enfant, pleine de lumière, lui, adulte, vient l'habiter avec ses propres enfants. C'est quand même très beau, non? Voilà, et cet adulte aussi qui vient décrocher la lune. Est-ce que ces rêves se sont réalisés? Un autre dessinateur merveilleux qui conjugue très souvent comme ça, d'un côté une écriture assez détaillée et de l'autre une écriture très, très vive, très fulgurante, où la proportion est peu importante et ce qui va compter c'est l'énergie de la ligne, c'est Blutch. Voilà, vous en avez un magnifique exemple avec ce dessin et cet autre dessin ici.
On a parlé de Klimt tout à l'heure, mais on pourrait aussi parler d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Hope Gangloff et qui, là encore, utilise d'un côté des motifs en fait qui viennent créer de la profondeur et des rythmes, et de l'autre côté, un travail de peinture qui vient vraiment modeler des carnations. Donc là, on a un rapport entre le motif, la géométrie et les modelés. On peut penser aussi, dans cette double écriture, à la superposition un peu des surréalistes. On peut penser à Dali, bien sûr. Et là, je vous ai mis un dessin de Hans Bellmer. Voilà, un dessin de Hans Bellmer qui est intéressant parce qu'on a à la fois un travail des modelés extrêmement précis, tout de même, mais en même temps, ce travail de modelé extrêmement précis, il repose sur une construction qui, elle, est absurde, qui, elle, est... Voilà, qui, elle, n'est pas observée. Et donc, ça, c'est un peu plus subtil comme double opposition. Hein, mais c'est-à-dire que je vais décider de traiter de manière très précise les valeurs sur un dessin qui n'est pas construit de manière objective, en réalité. Donc, on est objectif et subjectif et on conjugue les deux. On peut voir ici un dessin de David Hockney, là qui est formalisé vraiment par le changement de couleur. Le dessin est bleu, le visage est rouge, donc ça c'est déjà de fait une écriture double. Et puis on a un visage très détaillé et un vêtement qui est laissé presque vide. Donc cette double écriture, elle intervient comment? On l'a vu, hein, il y a l'achevé et puis il y a l'inachevé. Le noir et blanc et la couleur. Certains éléments peuvent être en couleur, d'autres peuvent être en noir et blanc. Le plein et le vide. Les masses ou simplement du contour. On peut aussi imaginer un dessin qui est fait avec deux techniques très différentes. On pourrait imaginer par exemple un personnage qui est traité à la sanguine et qui a un vêtement qui est fait à la gouache. C'est une double écriture, ça aussi. Et puis il y a aussi une double écriture dans l'énergie. Vous pourrez imaginer certaines parties, là comme c'est le cas sur ce dessin de Gruau, certaines parties qui sont calmes, qui sont posées, on sent un coup de pinceau quand même assez subtil, assez délicat autour du visage, et tout d'un coup, bam, 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 on a des traits très violents, très dynamiques, en tout cas très spontanés au niveau de la robe. Donc là, c'est un changement d'énergie qui crée la double écriture. On peut imaginer aussi des traitements différents au sein du même dessin, des zones qui vont être traitées de manière très anguleuse, très droite, très dure, et des zones qui vont être traitées de manière beaucoup plus en arabesque, beaucoup plus ronde, beaucoup plus fouillée. Il y a 1000 manières de travailler la double écriture. Les éléments peuvent être racontés de manière différente dans le dessin. Ils n'ont pas besoin d'être tous traités de la même manière. En revanche, pour que le dessin reste cohérent dans son ensemble, les formes employées doivent être assumées. Et chaque chose reste plus ou moins à sa place. La chair traitée d'une telle manière, les vêtements d'une autre. Pour démarrer, c'est mieux qu'on fasse ça, c'est-à-dire qu'on parte du principe qu'un élément égale un traitement. Après, évidemment, on verra qu'on peut totalement perdre le spectateur dans les méandres du dessin en faisant en sorte que les choses ne restent pas à leur place, justement. Mais ça, on n'en parle pas maintenant. Ce qu'il est important de comprendre, comme d'habitude, c'est que quand vous apprenez une nouvelle technique, quand vous apprenez quelque chose, on ne fait pas tout de suite dans la subtilité, on ne fait pas dans la dentelle, voilà. On apprend de manière un peu radicale et grossière au début, et puis c'est en pratiquant qu'on va y apporter de plus en plus de finesse. Évidemment, moi c'est un sujet qui me parle, la double écriture, puisque c'est ce qui m'intéresse en peinture. Depuis quelque temps, j'ai développé un travail où je vais aborder l'espace par le motif ou par l'aplat, alors que les chairs sont toujours traitées de manière quand même assez poussée, assez classique. Et je peux vous montrer là un tableau récent que j'ai fait où justement on a une chair qui est assez poussée, assez classique, et dans une carnation aussi assez classique, c'est-à-dire voilà, rose brunâtre, verdâtre, qui est une carnation vraiment très 19e. Et puis on a ce vêtement qui est traité par le motif et qui a des couleurs beaucoup plus péchues. L'objectif de ce cours, évidemment, déjà, c'est d'expérimenter. C'est de se rendre compte que, comme d'habitude, comme tout ce que je vous explique depuis le début de l'année, le dessin, c'est une affaire de choix. On ne subit pas la réalité qui est en face de nous. Si vous pensez que vous êtes esclave de la réalité qui est en face de vous, dans ces cas-là, vous avez perdu d'avance. Vous ne pouvez pas combattre avec la réalité. Vous ne pourrez jamais dire la réalité qui est en face de vous. Déjà, vous êtes en 2 dimensions, alors qu'elle est en 3. Vous ne pourrez jamais raconter la réalité telle qu'elle est. Ce que vous pouvez faire, c'est en témoigner. Et en témoigner, c'est votre témoignage. Vous ne pouvez pas livrer de témoignage objectif de la réalité. C'est bien un témoignage subjectif.
Donc c'est intéressant de se prêter à cet exercice qui vise à décider de traiter différemment les différents éléments du dessin. En fonction aussi de ce qu'il vous évoque, bien sûr. Quand René Gruau fait ses illustrations, il doit mettre en valeur un vêtement, ou il doit mettre en valeur un rouge à lèvres, ou il doit mettre en valeur l'élégance d'une femme pour un parfum. Donc en fonction de ce qu'il a à raconter, il va traiter les choses de manière à leur donner de la place, ou au contraire, à les rendre plus discrètes. Je vais vous faire bien sûr un petit tuto technique. Honnêtement, ce que je vais vous torcher en 30 minutes, c'est un peu histoire d'eux. Parce que d'une part, je n'ai pas forcément pu être très créative. Là, j'ai fait ça en one shot, histoire de vous montrer. Et d'autre part, il n'y a pas de recette. On aurait pu faire ça de mille manières différentes. Ce que je vous propose pour mes élèves de ce soir, c'est qu'on parte, sauf si vous êtes totalement allergique à cette heure, qu'on parte de Leda et le cygne de Véronèse. Alors Leda et le cygne, ce sont donc les amours de Zeus et de Leda. Zeus qui vient posséder Leda sous la forme d'un cygne. Bon, c'est presque un viol en fait. Et dans ce tableau de Véronèse, Leda est quand même assez consentante. Moi, j'ai eu envie de retravailler ce tableau de manière à montrer que cet oiseau était pas du même monde déjà peut-être et était un peu agressif tout de même. J'ai voulu dissocier un peu la délicatesse de Leda et puis un peu la vigueur de l'oiseau. Mais j'aurais pu être beaucoup plus violente. Je fais toujours attention quand même quand je vous fais des tutos parce que j'essaye d'être pédagogique, donc je me lâche pas totalement. J'aurais peut-être dû. En tout cas, voilà, c'est un dessin en one shot qui est sympa pour illustrer ce que j'essaye de vous raconter. Mais bon, les œuvres que je vous ai montrées avant sont beaucoup mieux. Évidemment, vous pouvez aussi penser à ce qu'on a fait la semaine dernière sur la balance des clairs et des sombres. Parce que là, si vous réinterprétez ce tableau, ça peut être intéressant de faire le cygne très très blanc et Leda beaucoup plus sombre, ou au contraire, un cygne noir très menaçant et Leda beaucoup plus pâle et beaucoup plus fragile. Et vous pouvez aussi imaginer presque un oiseau très anguleux, très mécanique, totalement en aplat de noir, avec une Leda très ronde, très douce, très courbe. Quand je vous parlais de cette idée que vous ne pouvez pas être objectif pour restituer la réalité, bien sûr vous ne pouvez pas être objectif, c'est évident. Vous êtes totalement subjectif. Donc qu'est-ce que vous ressentez, vous, face à un sujet certain, on ne voit pas tous la même chose de ce qu'on dessine. On ne projette pas tous la même chose, on ne reçoit pas tous la même chose de la scène qui est en face de nous, et on n'y projette pas tous la même chose. On opère donc un travail de traduction. Dans un premier temps, donc, c'est important d'apprendre à être cohérent dans son dessin. Donc, c'est pas un exercice de débutant là qu'on fait. Une fois que vous commencez à comprendre ce qu'est la cohérence d'un dessin, et pour comprendre ce qu'est la cohérence des dessins, j'ai envie de vous dire qu'il faut avoir vu beaucoup de dessins qui ne fonctionnent pas, beaucoup de dessins incohérents. C'est en observant beaucoup de dessins incohérents que vous comprenez ce que ça peut être qu'un dessin cohérent. En tout cas, voilà, une fois qu'on a à peu près compris ce que c'est qu'un dessin cohérent, on va essayer de chercher de la cohérence dans l'incohérence, c'est-à-dire une cohérence dans une opposition, une cohérence dans une contradiction. Alors concernant notre technique de travail ce soir, honnêtement, je vous conseille de rester dans les techniques qu'on a vues ces dernières semaines parce que c'est frais et qu'on n'a pas à réinventer la roue, comme ça c'est très bien. Donc la vie, gouache, papier teinté, plume, encre de Chine. Et l'exercice pour ce soir, parce qu'on va y aller progressivement, l'exercice pour ce soir, en partant de Leda et le cygne, c'est que vous traitiez Leda et le cygne de manière différente et que cette différence ait du sens pour vous. Voilà. Qu'il y ait un sens qui s'opère pour vous. Et on peut très bien avoir une Leda blanche, un cygne noir, les deux très réalistes, ou alors on peut très bien avoir le cygne blanc, Leda blanche, mais l'un est traité plutôt en aplat et l'autre est traité plutôt en valeur. Un cygne plein, une Leda vide. On peut aussi être dans l'inachevé. Un cygne très achevé, un cygne très détaillé, une Leda très inachevée. En tout cas, pour l'instant, voilà, essayez simplement de créer une différence formelle entre les deux. On expérimentera d'autres choses les semaines suivantes avec d'autres techniques.
Notre indication pour ce soir est donc simplement de dissocier formellement l'EDA d'un côté, le signe de l'autre, en restant dans la même technique pour l'instant. On continuera à travailler sur ce sujet les prochaines séances, on va bien s'amuser. Je vous montrerai d'autres documents. Là, ce soir, on reste dans la même technique. Alors, en ce qui concerne les nouveaux visiteurs de cette chaîne et les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui regardent cette vidéo, je la passe uniquement en accéléré, puisque là, le sujet de ce soir, c'est la double écriture. Ce n'est pas la technicité du lavis ou de la gouache, etc. Donc, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos précédentes dans lesquelles j'explique toute cette technique. Là, quand j'en suis arrivée à peu près à un aplat blanc au niveau du signe, on aurait très bien pu s'arrêter là, hein. On n'était pas du tout obligé de continuer. Voilà, donc j'aurais vraiment pu juste faire un signe en aplat blanc. Mais la double écriture n'était pas assez marquée, donc j'ai continué. Je retrouve mes élèves inscrits sur le groupe WhatsApp. Pour les autres internautes, à la semaine prochaine.